Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ces entretiens de Valabre. Ces entretiens de Valabre, vous le savez, c'est un temps pour parler, communiquer avec des personnalités remarquables sur le territoire méditerranéen, mais au-delà. Et aujourd'hui, pour cette édition numéro 3, nous avons souhaité donner la parole à un intervenant de marque qui a un mandat important pour la sécurité civile en Europe. Il s'agit de Grégory Allione. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. On a souhaité vous inviter parce que vous êtes l'incarnation aujourd'hui de la France pour la sécurité civile en Europe. Vous avez des combats à évoquer avec nous. Et je voudrais d'abord commencer par un qui vous tient plutôt à cœur et qui nous concerne tous les deux. C'est Valabre, c'est l'Entente. Je sais que vous y êtes très attachés, que vous avez une proximité particulière avec notre histoire et cet établissement public. Oui, c'est Valabre. En fait, c'est la résonance au plus profond de mon enfance, avec des noms comme Egloff, Ourcastagnier, ces noms qui ont résonné lorsque mon père me racontait les feux de forêt. Lorsque je suis adolescent, Valabre, je connais un peu parce que Aix, j'y viens en tant que lycéen pour y retrouver des copains. Je vois où est le site du Circosque. J'apprends et je commence à m'intéresser à l'histoire de la sécurité civile dans notre région. Les premiers CODIS, le Var et les Bouches-du-Rhône. Le premier Circosque, ce centre opérationnel zonal dont on parle dorénavant de partout en France, mais c'était à Valabre. Et puis aussi un message fort, l'entente. L'entente, c'est globalement le message « entendez-vous » et ensemble, vous ferez des choses beaucoup mieux, en tous les cas mieux organisées, beaucoup plus fort sur l'action de la défense de la forêt contre l'incendie notamment. C'est l'entente pour prévenir, c'est l'entente pour former et c'est l'entente pour lutter. Et oui, j'y suis attaché parce que ça correspond d'une part à ce que j'ai vécu ou entendu de mon papa, mais c'est aussi là où finalement la sécurité civile s'est créée. Alors, entre guillemets, je suis un laïc, même si j'aime beaucoup les fêtes de Noël, par exemple, en Provence. Mais je dis toujours aux officiers de sapeurs-pompiers que je prends en formation, ou même à l'École nationale lorsque j'étais directeur, quelque part, l'entente Valabre, c'est le Bethléem de la sécurité civile en France. Alors, je vous ai pas présenté dans votre cursus, mais depuis 2018, vous avez été président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Vous étiez en même temps directeur du service départemental d'incendie et de secours du 13, des Bouches-du-Rhône. Et vous êtes depuis juillet 2024 parlementaire européen. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette campagne feu de forêt que vous avez observée? Parce que vous êtes aussi OSI dans les avions pour la surveillance et l'information du COS. Ce que je voudrais dire, c'est un vrai message à l'endroit des sapeurs-pompiers ou de nos concitoyens. J'ai pris un engagement politique, mais je ne suis pas un politique. Je fais de la politique, mais comme tout décideur. J'ai fait de la politique lorsque j'étais décideur à la tête du SDIS. J'ai fait de la politique lorsque j'étais chef de caserne. Parce qu'en fait, lorsque vous êtes officier de sapeurs-pompiers, vous conduisez une politique publique. Et mon engagement n'a pas de césure dans cette conduite d'une volonté de politique publique de sécurité civile. Alors forcément, je m'intéresse à d'autres sujets parce que un mandat de député européen au titre de la France au sein du Parlement ne se résoudrait pas qu'à cette seule question de la protection civile, quand bien même elle devient de plus en plus importante avec le dérèglement climatique. Mais cet engagement-là, il est, je dirais, nourri, pétri de ce que j'ai vécu aux côtés des femmes et des hommes à se battre contre les effets d'un feu dévastateur, à se battre contre les effets dévastateurs également des inondations qu'on a vécues dans ce territoire-là. Et oui, j'étais observateur aussi de cette saison. Et en fait, ce qui est intéressant, et c'est aussi un deuxième message à l'endroit des sapeurs-pompiers, c'est que nos engagements en politique sont nécessaires. Ils sont nécessaires pour porter la voix de ce que l'on constate, pour porter la voix de ce que l'on subit aussi, parce que lutter contre les feux, il faut des moyens, il faut des avions, il faut des femmes et des hommes, il faut du volontariat, il faut des pompiers professionnels. Et lorsque vous êtes dans ces enceintes-là, où vous pouvez faire résonner finalement votre voix pour être celui aussi qui sait. Et avoir des gens qui savent, de temps en temps, en politique, c'est peut-être utile parce qu'il y en a tellement qui parlent et qui ne savent pas grand-chose. Donc c'est un vrai message aux sapeurs-pompiers, engagez-vous. Et finalement, vous êtes dans un rapport d'étonnement avec l'Union européenne quand vous arrivez. Qu'est-ce qui vous étonne le plus sur les domaines qui vous sont chers ?
Il y en a plusieurs et plusieurs étonnements. Premièrement, lorsque vous êtes en haut de la pyramide chez les sapeurs-pompiers, finalement, c'est une remise en question totale parce que vous saviez tout, vous devez tout réapprendre. Ça, c'est le premier élément. À titre individuel, c'est un gros effort, mais c'est tellement riche. C'est cette curiosité nécessaire que l'on a, cet appétit de connaître des choses nouvelles. Donc ça, c'est riche, mais c'est très exigeant parce que le monde de l'Europe, il est tellement complexe tel qu'on le pense, il l'est réellement. Deuxième étonnement, et il faut que l'on ait une remise en cause totale, c'est que nous avons eu une Europe qui s'est créée, générée, construite dans un monde de paix, dans un monde de prospérité, avec une croissance à 3%, même si on a eu des moments de crise. Donc avec des principes de gestion du compromis, des principes de gestion administrative d'une Europe, plutôt d'un marché européen. Et aujourd'hui, l'Europe, on lui demande beaucoup. On lui demande pas seulement d'être un marché, on lui demande pas seulement d'être une monnaie unique, on lui demande de protéger ses concitoyens, de protéger contre l'immigration, de protéger contre les effets dévastateurs du dérèglement climatique, de protéger contre la Chine sur le plan économique et sur le plan commercial, de protéger contre les États-Unis, de protéger contre la Russie avec une forme de guerre géopolitique qui prend des formes diverses et variées. Donc l'Europe, on lui demande beaucoup. En fait, on reproche à l'Europe tout ce qu'elle n'est pas initialement conçue à faire. Et c'est en cela que c'est étonnant, parce que quand on reproche à l'Europe tout ce qu'elle n'a pas intégré pour pouvoir lutter dans ce monde qui change, finalement, c'est un vrai défi. On a un vrai défi. Il y a une volonté d'Europe et il y a une nécessité d'Europe. Et alors, vous l'avez déjà dit, tout ça, mais qu'est-ce que c'est que ce rôle de député européen pour vous? Vos chantiers, vos combats, mais d'abord ce rôle-là, attitré, comment vous le voyez? En porte-voix, porter la voix de millions de sapeurs-pompiers, femmes et hommes qui luttent chaque jour, au quotidien, contre des effets. Pendant que l'on parle, on prépare cette interview, on est à l'automne, il y a des feux de forêt en ce moment. J'étais au Parlement à me soucier des feux. Nous étions au mois de mars avec des feux en Allemagne. Il y avait des inondations dévastatrices à Valence. Il y a toujours malheureusement un événement. Donc être le porte-voix de celles et ceux qui constatent malheureusement les effets dévastateurs du dérèglement climatique, premier point. Deuxième point, on parle de souveraineté. La souveraineté, c'est aussi dans l'industrie de protection civile. La souveraineté, c'est cette industrie de protection civile qui permet d'avoir des savoir-faire, d'avoir des économies duales. L'économie duale, c'est lorsque, en temps de paix, on fait des camions de sapeurs-pompiers, mais en temps de conflit, on sait faire autre chose et on a des mains pour produire autre chose. Et donc, cette économie duale est nécessaire pour nos emplois, pour notre PIB, mais aussi pour notre protection civile et notre défense si jamais il en était nécessaire. Et c'est plein d'autres projets. C'est porter les projets d'avions bombardiers d'eau, c'est la défense du volontariat, c'est la défense d'une idée de protection civile au travers de l'Europe. On va en parler de ces avions, mais avant, une question sur le mécanisme de protection de l'Union européenne et de solidarité pour agir quand un pays est en situation de crise grave. Vous pensez que ce système est mature, doit être développé, il faut arrêter les choses, c'est quoi? Il est mature. Il est la preuve que la solidarité en Europe est un des principes fondateurs finalement de ce qu'est l'Union et qu'on doit continuer à le développer, notamment au travers d'autres aspects. On réclame une Europe de la défense et ce mécanisme a été finalement instillateur, avant-gardiste de ce que l'on pourrait avoir. Mais il est à développer. Développer pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en tant que sapeur-pompier français et en tant que député européen, je vois bien comment fonctionnent les autres et on n'a pas les mêmes principes, on n'a pas la même doctrine. Lorsque je vois nos avions bombardiers d'eau arriver dans un théâtre opérationnel comme en Grèce ou ailleurs, on n'a pas les mêmes principes, on n'a pas la même doctrine. Il y a des enjeux de sécurité, mais il y a surtout un enjeu important. Si on veut de la solidarité, il faut de l'interopérabilité. Et aujourd'hui, il faut que l'on travaille en s'inspirant de ce qu'a réussi à faire l'OTAN, notamment sur les forces armées, mais on doit faire en sorte que ce mécanisme propose une doctrine partagée, harmonisée, on va pas dire uniformisée, on va dire harmonisée, pour derrière avoir des exercices de plus grande ampleur mettant en œuvre justement ce que l'on aura harmonisé, avec des centres de formation qui auront la même capacité de former les sapeurs-pompiers et les pilotes avions sur les mêmes paradigmes, et derrière une interopérabilité opérationnelle qui sera plus efficace pour protéger nos concitoyens. Et alors, à propos des avions, qu'est-ce qu'on peut dire de l'Europe et de ses Canadair et remplaçants de Canadair?
Deux éléments, un élément factuel et un élément de prospective. Premier élément factuel, la France a assumé la présidence française de l'Union européenne en 2022, premier semestre 2022. Le budget de la protection civile était alors de 500 millions d'euros, il est passé à 3 milliards. Donc c'est conséquent. Dorénavant, nous travaillons sur le futur budget de l'Union européenne. En ce moment même, ces 3 milliards, nous allons faire en sorte qu'ils soient traduits en 10,7 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'allocation d'appareils bombardiers d'eau, ça veut dire des hélicoptères, des avions, mais ça veut dire aussi commencer à initier peut-être l'acquisition d'avions bombardiers d'eau européen. Nouvelle génération? Nouvelle génération. Ça veut dire peut-être ce projet Inaero que le président Museli a souhaité installer sur la base à Istres, ici, dans notre région, dans notre département des Bouches-du-Rhône. Ça veut dire peut-être d'autres projets comme Kepler, comme des avions bombardiers d'eau qui ont été initiés grâce à des structures existantes pour être retraduits un peu comme le Dash que nous connaissons. Donc c'est l'avion bombardier d'eau du futur en se coupant aussi de ce monopole, je dirais, de ce continent américain qui aujourd'hui commercialement ne veut pas que du bien à l'endroit de l'Europe, forcément. Alors un autre sujet un peu plus touchy encore peut-être, c'est la directive sur le volontariat. Je vous sais attaché à cette question-là depuis le début. Le modèle européen de sécurité civile, il doit adopter celui de la France sans doute, hein, avec ses volontaires engagés. On en est où de ce dossier? Alors on va essayer de tordre le bras un peu à toutes ces rumeurs qui consistent à dire que le volontariat est un modèle français, unique en son genre, et qui, globalement, ne pourrait prospérer parce que les autres pays ne l'ont pas ancré dans leur organisation. C'est faux. Il y a 200 000 pompiers volontaires en France, alors qu'il y en a 3 millions en Europe. Je vais vous prendre un exemple. L'Autriche, c'est 10 millions d'habitants. Il y a 300 000 pompiers volontaires. Donc vous rapportez à nos 68 millions d'habitants et nos 200 000, vous voyez bien que l'ancrage de l'engagement citoyen est développé bien ailleurs. Je vais vous prendre un autre exemple. Je suis allé en Australie en 2020 pour les feux de forêt et voir un petit peu comment ils étaient organisés. Ils ont des pompiers volontaires. Et le comble du comble, c'est que à Sydney, à Melbourne, lorsque je discutais avec les pompiers professionnels, ils me disaient que le lendemain matin qu'ils quittaient leur garde, ils allaient dans leur community, dans leur commune, pour être pompiers volontaires. Ce qui veut dire qu'on n'a rien inventé. En fait, c'est la nature humaine qui se met ensemble pour lutter contre un fléau, et notamment le feu de forêt. Et ça, c'est précieux. Ça, c'est précieux, mais c'est pas précieux parce qu'on vit un temps de crise économique et qu'il ne faut pas indemniser, qu'il ne faut pas payer, qu'il ne faut pas des pompiers professionnels. C'est précieux au sens du faire nation. Lorsqu'on a de l'engagement citoyen, lorsqu'on a des gens qui veulent mettre finalement leur énergie, leur volonté ensemble, quoi de plus beau? Mais on peut parler de l'engagement citoyen en tant que sapeur-pompier volontaire. On peut parler de la garde nationale. En ce moment, vous savez, j'étais en Estonie, il n'y a pas si longtemps que ça, à la frontière finalement de ce qui peut nous arriver, du conflit avec les Russes. Vous savez, là-bas, à quelques mètres, ils parlent de l'ennemi. Ils ne parlent pas de la Russie, ils parlent de l'ennemi parce qu'ils sentent que l'agression est proche. Et potentiel. Et potentiel. Vous avez une société qui est engagée dans ce que l'on appelle le service national ou en tous les cas dans la réserve militaire. Mais c'est cela qui est nécessaire. En France comme ailleurs, en Europe notamment, il faut défendre l'engagement citoyen. Et je le rappelle, je vous disais tout à l'heure que nos modèles administratifs ont été construits dans un temps de paix, dans un temps de prospérité. Nous sommes dans un temps où la prospérité, elle est pas tellement là. Sur le plan économique, il faut se battre. Et sur le plan de la paix, c'est pas le quotidien qui berce nos chaînes d'information. Donc, il faudra forcément de l'engagement citoyen pour répondre aux crises, qu'elles soient climatiques ou géopolitiques. Et on peut compter sur l'Europe pour défendre ce système. Oui, l'Europe, c'est le fondement même de la solidarité, c'est le fondement même aussi de l'union. On parlait de l'entente pour être plus fort face finalement au feu de forêt. L'Union européenne est nécessaire pour lutter contre tous les défis du XXIe siècle. Merci. Il y a un fonds de solidarité en Europe aussi, qui, de votre point de vue, joue son rôle, est suffisamment doté. Vous parliez tout à l'heure de milliards d'euros. Est-ce que là, on va vers une dotation améliorée pour les pays partenaires de l'Europe? Oui, et il y a encore plein d'éléments, plein de choses à faire. Pourquoi? Tout à l'heure, nous évoquions le rôle d'un parlementaire portant ces questions-là. En fait, il y a des petites fiertés, des petites réussites. Nous avons revisité le Fonds social européen Plus, qui aide notamment dans le cadre de l'acquisition des compétences des travailleurs européens pour s'enrichir ou redévelopper sur certains aspects de compétences.
la protection civile et la défense n'étaient pas inclus dans les compétences pouvant bénéficier du Fonds social européen plus. J'ai porté un amendement. Dorénavant, les industries ou les forces de protection civile peuvent bénéficier de ce fonds social. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsqu'on est au Parlement, on peut défendre sur tous les fonds structurants, que ce soit sur la partie investissement ou sur la partie fonctionnement de nos institutions, et faire en sorte que la protection civile soit portée de manière plus importante dans un moment où nous avons besoin à la fois de prévenir, d'aménager le territoire et de former des forces pour lutter contre les effets du dérèglement climatique. Alors, aujourd'hui, est-ce que la résilience est assurée en Europe avec tout ce que vous venez de dire? Est-ce qu'on est dans un pays ou des pays européens qui aujourd'hui sont protégés de ça ou en tout cas sont organisés pour répondre à la résilience des territoires? J'allais vous faire une réponse un peu normande. Oui et non. Oui, parce que lorsque l'on prend des pays plutôt scandinaves ou plutôt du nord de l'Europe, nous avons des pays qui sont préparés finalement avec un service national renouvelé, avec des gens qui ont leur kit de survie pour les 72 heures à venir, donc des gens qui sont déjà préparés à se mettre en mode confinement et en autarcie face à un événement quelconque. On ne peut pas dire que toute l'Europe soit préparée de la sorte. Et c'est la raison pour laquelle Ursula von der Leyen et le Parlement, nous avons adopté une position forte sur le fait d'avoir une préparation de l'Union européenne, de tous nos concitoyens, et d'avoir une véritable politique publique de protection civile qui va sur les avions, sur le volontariat, sur les pompiers professionnels, sur l'organisation de la protection civile. Mais sur la population aussi. Mais sur la population. Parce qu'aujourd'hui, former nos jeunes gens, former nos habitants à devenir les premiers acteurs de leur propre sécurité, c'est le plus important qu'il y ait à faire dans un monde où il y a forcément des défis de protection civile et de géopolitique. Le citoyen au cœur de la réponse de protection civile. Oui, c'est un message que porte l'entente, c'est un message que l'on porte à l'Europe, et s'il y avait un message à retenir, c'est que toutes ces personnes qui constituent le modèle de protection civile ont un rôle à jouer. Il ne faut pas attendre que l'Europe décide de tout. Il ne faut pas demander à l'Europe de décider de tout. Par contre, on peut tous porter le même message. Et forcément, c'est avec cette entente-là et cette union-là que nous porterons les meilleurs messages et ferons en sorte que nous serons plus résilients, donc plus à même de faire face aux défis du XXIe siècle. Vous venez de parler de défis. Il y a un des défis, c'est le changement climatique. Aujourd'hui, si on prend un peu de perspective, vous nous voyez aller vers quelle trajectoire et sur quelle nécessité pour l'Europe? La nécessité, c'est d'accompagner l'aménagement du territoire. On l'a vu l'été dernier à Ribot. On craignait tous autant que nous sommes à nous intéresser à la situation de sécheresse, etc. On craignait tous cette parcelle de notre territoire national en termes de risque feu de forêt. Donc on voit l'évolution et les effets du dérèglement climatique, quand en 2022, on va lutter contre des feux importants dans le centre Val-de-Loire, dans le Jura, quand je vous parle d'avoir engagé des forces, je dirais, en Suède, les feux au mois de mars dernier en Allemagne. Donc on perçoit les choses. Donc aujourd'hui, il y a cet aménagement du territoire qu'il faut retraduire face au dérèglement climatique. C'est lutter aussi contre les périodes de canicule, parce qu'on parle des feux, mais la canicule tue aussi nos concitoyens. Donc c'est préparer ces îlots d'ombrage, ces îlots de fraîcheur, c'est préparer cette capacité aussi à lutter contre les feux avec de moins en moins d'eau. Dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Aude, ils savent ce que ça veut dire. Les Espagnols aussi. Les Espagnols le savent aussi. Et les Nord-Africains le savent aussi. Donc c'est s'inspirer malheureusement de ce qu'ont vécu les uns pour mieux adapter d'autres territoires. Ça, c'est le premier point le plus important. Mais il y a un autre point important aussi, c'est le sujet de l'eau. Le sujet de l'eau qui est vie, le sujet de l'eau qui est parfois très abondante. Et dans le sud de la France, on le sait, on parlait d'épisodes Cévenol, ce sont devenus des épisodes méditerranéens. Donc ces épisodes-là, il va falloir les juguler pour retenir l'eau qui va devenir nécessaire dans des périodes où il y aura une sécheresse prononcée. Donc on doit appréhender ce monde nouveau avec peut-être aussi des paradigmes nouveaux, parce que les nouvelles technologies, l'IA peuvent nous servir à anticiper, mais aussi retenir ce que faisaient nos anciens. Parce que nos anciens faisaient des retenues collinaires, parce que nos anciens nettoyaient les cours d'eau, parce que nos anciens faisaient des cultures comme le pois chiche ou autres qui ne consommaient pas d'eau. Donc c'est revenir à des principes autant anciens que utiliser les nouvelles technologies pour s'adapter. Monsieur le député, je veux vous remercier pour cet entretien. Un petit mot de conclusion. Finalement, qu'est-ce qui est écrit au-dessus de votre tête à chaque fois que vous vous rendez au Parlement de Strasbourg? Qu'est-ce que vous dites? Les pieds ancrés dans mon territoire
Et seul, on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Merci beaucoup. En tout cas, j'étais ravi personnellement de cet entretien. J'espère qu'il vous aura plu et qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres avec Grégory à Lyon. Merci encore une fois et bon mandat à l'Europe.